Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Franco Raptors, l'épisode 2 en direct des studios de Choc FM. On espère qu'il y aura bien la caméra cette fois, si on s'excuse pour les petits problèmes techniques de la dernière fois. Comme je l'ai dit, on est en pré-saison avec Patrick Bizindavi. Bonjour. Salut à toi Patrick. Oui, là, le micro, bonjour des tours là. Le micro te cachait un peu, c'est pour ça que je l'avais mis comme ça. Ok. Mais là, on va. Les gens peuvent me voir, c'est bon. Tout le monde peut m'entendre La également. magie de la technologie, caméra et audio en même temps. Et bienvenue à tous pour cet épisode 2. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque on va faire un petit guide de la saison. En anglais, on dit preview, mais on voulait rester francophone aujourd'hui. Donc, on va vous faire un guide, une présentation de cette saison 2024-2025 des Raptors. Mais on va commencer avec d'abord un petit peu d'actualité. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On va commencer par de l'actualité. Ensuite, on vous fera ce guide qui va comprendre le style de jeu des Raptors cette année, une petite revue d'effectifs, quels sont les joueurs à suivre dans l'effectif des Raptors, quel sera le 5 de départ, quels seront un peu les rôles de chacun. On terminera par la page spéciale dédiée à Ulrich Chomche. On fera un petit coup d'œil, on en avait parlé déjà la semaine dernière, sur le calendrier jusqu'au mois de décembre et il est dur. Ah, très dur. Il est très dur. Et on fera un petit jeu de prédiction à la fin. Quelques questions que j'ai préparées. On verra combien on aura le temps d'en faire parce qu'on est limité puisqu'on passe sur les ondes. C'est une émission de 50 minutes à 1 heure maximum. On va essayer de ne pas déborder, de ne pas être trop bavard, mais quand même d'être le plus complet possible. Eh bien, je te propose qu'on commence avec l'actu des Raptors. L'actu, c'est parti. L'actu des Raptors, c'est le deuxième match de pré-saison qui a eu lieu au moment où nous enregistrons. Il a lieu ce soir, mais vous, quand vous écouterez ce podcast, il aura déjà eu lieu. Donc, on ne va pas revenir dessus puisqu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Mais il y a quand même des bonnes et des mauvaises nouvelles. Patrick, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce match contre Washington? Qui est de retour et qui n'est pas là? Oui, la bonne nouvelle, c'est d'abord on joue contre la même équipe 2 fois, donc ce sera avec Washington. Et la bonne nouvelle, c'est le retour de Scottie Barnes, qui est de retour pour la première fois depuis sa blessure la saison dernière. Donc là, il a pu faire une semaine avec l'équipe à Montréal. Il n'a pas joué au premier match, il sera de retour. Bon, la moins bonne nouvelle, c'est l'absence de Quickley, qui est toujours en train de se préparer pour le retour, qui est donc blessé, mais il ne pourra pas participer donc il n'a pas pu, parce que là on parle du match qui s'est déjà passé, il n'a pas pu participer d'après le coach, mais Darko a signalé que pendant la pré-saison, on verra bien Quickley. L'autre mauvaise nouvelle, c'est la blessure de RJ qui est donc absent durant toute la période de la pré-saison. On croise les doigts pour qu'il aille mieux, qu'il soit de retour en début de saison donc contre Cleveland le 23. C'est ça, et donc deuxième match contre donc les mêmes adversaires. Là où on enregistre, comme tu l'as dit, on ne connaît pas le score. Mais vu au premier match, on espère une victoire pour nos Raptors. Oui, pour revenir rapidement sur RJ Barrett, c'est exactement la même blessure à l'épaule qu'a contracté Jacoby Walter. Et Jacoby Walter, ça fait déjà près de 3 semaines qu'il est hors des terrains. Donc à suivre pour Barrett qui est absent jusqu'à la fin du training camp. Mais ça pourrait également un peu débordé sur le début de la saison régulière. On va suivre. Les Raptors nous ont dit qu'ils feraient des points réguliers au terme du camp d'entraînement. Donc, on va suivre ça. Pour terminer sur l'actualité, la fin de la pré-saison pour les Raptors, ce seront 2 matchs contre les Celtics le 13 octobre et le 15 octobre avec le premier match et le seul match de la pré-saison d'ailleurs à l'Arena Scotiabank et un dernier match le 18 octobre contre les Nets de Brooklyn au Barclays Center. Et enfin, tu l'as dit, le début de la saison régulière, ça sera contre Cleveland le 23 octobre, le mercredi 23 octobre. On aura l'occasion de reparler de ce match un peu plus tard dans l'émission. Et maintenant, on va parler de cette équipe des Raptors. On va faire cette preview de la saison. Et la question qu'on peut se poser et qui a été posée à Darko Rajakovic, c'est quel style de jeu pour cette équipe? Eh bien, on va l'écouter, l'entraîneur des Raptors. Il s'est exprimé là-dessus avec une belle tirade comme il en a l'habitude. We want to be a team that plays with low pace. We want to be a team that shares the ball, plays off of each other. We want to be a team that puts a lot of pressure on the rim.
We want to be a team that's going to go for second opportunities and have chance to get some offensive rebounds and opportunities to score there. And we want to be a team that plays in cuts, plays without the ball really well. D'accord, Rajakovic. Nous voulons être une équipe, nous voulons être une équipe, nous voulons être une équipe, nous voulons être une équipe. C'est très théâtral comme il le fait souvent en reprenant à chaque fois la première même phrase. Donc il a dit nous voulons être une équipe qui joue avec du rythme, nous voulons être une équipe qui va au rebond offensif, qui obtient des secondes chances, nous voulons être une équipe qui joue bien sans le ballon et nous voulons être une équipe qui met de la pression sur le cercle. Qu'est-ce que ça t'inspire ce style de jeu des Raptors? Là il n'a pas forcément évoqué la défense, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette petite charade, j'ai envie de dire, Oui, de c'est Darko ça. Rajakovic? Oui, Darko insiste beaucoup sur la défense, comme tu viens de le dire, mais aussi les entrevues que j'ai pu suivre, il parle aussi que lui-même il grandit parce que c'est l'expérience, c'est sa deuxième année, donc il va beaucoup travailler avec ses assistants pour un peu déléguer parce qu'il a voulu trop faire la première saison d'après ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est bon de se focaliser aussi sur la défense parce que l'année passée, avant même que Darko ne commence donc être le coach de l'équipe, là Masai disait que c'est une équipe qui est égoïste. Il a parlé du mot selfish, donc égoïste. Donc il a voulu avoir un coach avec un aspect offensif qui est mis en avant l'esprit d'équipe. Donc c'est pour ça que Darko parle équipe. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a eu une amélioration. On avait presque 25 passes décisives par match, ce qui était très bien au niveau offensif, mais c'est la défense qui en a souffert. Donc je pense que pour cette saison, c'est vraiment de trouver la balance entre justement cet esprit offensif. Donc il voulait que chaque joueur touche la balle au moins 1 seconde, 2 secondes avant de donner une passe, ce qui a marché d'une certaine manière, mais défensivement, c'était vraiment un désastre la saison dernière. Donc cette saison, c'est de trouver la balance entre l'attaque et la défense, et on a vu avec les repêchages, les drafts, l'aspect défensif a été mis en avant, donc avec les nouveaux joueurs qu'on a amenés. Donc pour moi, le style de jeu, ce sera un style de jeu où il y aura, oui, une pression sur la balle, mais en espérant qu'une bonne défense va engendrer des contre-attaques, une attaque en transition. Donc moi, la balance, ce sera vraiment le point focal pour cette saison. Et pour revenir sur ce qu'il a dit un petit peu, je pense qu'on a déjà retrouvé un petit peu ses préceptes de jeu sur le premier match de pré-saison. De toute façon, moi, vraiment, la chose positive aussi sur ce premier match contre les Wizards, c'est que on a retrouvé une attaque qui marche bien. Ouais. La balle qui circule, il y a encore eu énormément de passes décisives. Chacun joue pour l'autre. Il n'y a personne qui joue solo. On a eu RJ Barrett avant sa blessure qui était en feu et qui a illustré ce qu'il a dit, mettre de la pression sur le cercle. Je pense que les Raptors en ont manqué un petit peu sous la fin de Nick Nurse, avec peu de joueurs capables d'attaquer le cercle. Là, on l'a vu. On a vu RJ Barrett. On a vu Jamal Shead qui le fait très bien. C'était incroyable. C'était vraiment très intéressant ce premier match pour lui. Donc on a retrouvé ses préceptes offensifs, partager le ballon, bien jouer off-ball, Ochai Agbaji sur les coupes, Grady Dick aussi, on sait qu'il sait très bien le faire. Donc voilà le style de jeu des Raptors, je pense qu'il se résume à ça. Comme tu dis, trouver l'équilibre aussi entre être une bonne équipe offensive, mais aussi être un peu moins mauvais défensivement. Je pense, si on peut déjà le dire comme ça, être une équipe moyenne déjà défensivement, mais pas prendre l'eau. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça va aider le fait que les joueurs qui ont été repêchés, les recrues comme Davion Mitchell, le retour de Scottie Barnes et quand même de Jakob Poeltl qui ont été absents sur la fin de saison dernière, ça a également beaucoup joué. L'équipe, c'est dur de l'évaluer sur la saison dernière parce qu'elle était un peu en roue libre. C'était plus des joueurs qui essayaient de se montrer pour essayer de rester, des joueurs qui étaient arrivés dans des transferts comme Jordan Nwora. Enfin, il y en a plein qui ne sont même pas restés au final. Ne sont pas restés, donc voilà, je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de cette équipe. Mais déjà, ça part bien sur le premier match et on espère qu'ils auront confirmé sur le deuxième match. Hier. Et on va passer maintenant, on va pas s'attarder beaucoup plus là-dessus. On va tout de suite faire une petite revue d'effectifs. Maintenant qu'on a parlé du style de jeu de cette équipe, quels joueurs il va y avoir dans cette équipe-là? Et bien sûr, on va commencer par le 5 de départ. On sait qu'il y a 4 joueurs qui sont quasiment certains d'être dans ce 5 de départ. Grady Dick qui a marqué des points visiblement pour être ce 5e-là. Déjà, parlons de ces 5 joueurs. On va commencer avec Scottie Barnes.
Et pour commencer sur Scottie Barnes, on va pas voir ça pour tous les joueurs, mais pour Scottie Barnes, on a un petit descriptif fait par Darko Rajakovic que je vais vous passer tout de suite. Après, je ferai une petite traduction et puis tu me diras qu'est-ce que tu attends un petit peu de That Scottie. he's embracing his role, that he's playing for the team, that he's playing the right way and making the right decisions. I believe that Scotty is the player that's a very unselfish player, team-oriented player, and I want him to continue being that he's making the right decisions more time than not. He also brings a lot of intensity for our defense. He's a good rim protector as well. And this season for him is going to be one of his goals is going to be improving his defense to elite level to be recognized as Defensive Player of the Year. Deux points importants soulevés par Darko Rajakovic, la défense et l'attaque. D'un point de vue offensif, il a dit qu'il est très content que Scottie embrasse son rôle. Ça, c'est plus pour le rôle de leader, je pense, mais aussi son rôle offensif d'être un joueur qui partage la balle, qui est collectif. Et donc, il veut qu'il continue à être comme ça. Donc, le message est clair. Il ne veut pas d'un Scottie Barnes qui fasse 50 ISO par match et qui prenne tous les tirs. Ça, c'est clair et net. De toute façon, ce n'est pas le jeu d'Darko Rajakovic, on l'a vu. Et plus intéressant, défensivement, il a vraiment parlé du fait qu'il protège bien le cercle, il met de la pression. Et pour lui, c'est l'année où Scottie Barnes doit montrer qu'il peut être parmi, bon, et lui il dit le meilleur défenseur de la ligue, il doit viser à être le Defensive Player of the Year. Je n'irai peut-être pas aussi loin, mais c'est l'année en tout cas où Scottie doit encore monter d'un cran défensivement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Et puis, même les 3 saisons qu'on vient d'avoir Scottie avec l'équipe des Raptors, la défense n'a jamais été son problème. Il joue très bien défensivement, il prend des rebonds, il joue bien lorsqu'il défend le ballon. Et puis, il peut défendre contre de 1 en 5 carrément parce que c'est un joueur polyvalent. Donc, au niveau défensif, je ne vois pas de problème. Je vois par contre un progrès parce que d'après ce qu'il dit, il a beaucoup travaillé cet été. C'est au niveau offensif, au fait que je pense qu'il y aura des améliorations à faire parce que oui, il peut jouer à plusieurs postes, il peut monter le ballon. C'est un joueur qui pense d'abord à passer avant de shooter, mais son point faible a été toujours le shoot. Donc à 3 points. S'il parvient à mettre les 3 points, là, il sera vraiment impossible à défendre contre. Parce que s'il parvient à mettre les tirs de loin, là, la défense va sortir pour le prendre. Alors, il pourra entrer et puis pouvoir passer. Moi, je pense que s'il doit faire des progrès, c'est au niveau de ses tirs. Parce qu'il maîtrise le ballon, il peut jouer le rôle de meneur, il peut jouer les 5 positions en même temps. Mais au niveau offensif, c'est vraiment des tirs à 3 points. Lorsqu'il va faire ces différences, là, non seulement All-Star, ça sera bien garanti, mais pourquoi pas des victoires pour l'équipe? Parce que là, il a vraiment les clés de l'équipe. C'est lui le leader incontestable. Mais son style de jeu fait que il est bien pour ses coéquipiers parce que si tu es ouvert, il va te donner la passe. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, c'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de détermination. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau de l'attaque que moi, je pense, à mon avis, si il améliore son tir à distance, là, ce sera vraiment un joueur très, très difficile à pouvoir défendre contre. Ouais, je pense qu'il faut qu'il remontre ce qu'il avait montré sur le début de saison dernière. Il était à 37% à 3 points, je crois, en début de saison. S'il arrive à conserver ça, ça va être vraiment très intéressant. Et comme tu dis, ça me permet de faire la transition sur le joueur suivant. Scottie Barnes a besoin de coéquipiers scoreurs, je pense, parce que pour moi, ce n'est pas un pur scoreur. Il va faire des matchs où il va dominer, il va mettre 30 points, il va mettre 25 points. Mais pour moi, ce n'est pas un scoreur régulier à 25-30 points comme la plupart des superstars de la ligue. Je pense qu'il a besoin d'un scoreur à côté de lui. Et qui de mieux que RJ Barrett? Pour moi, RJ Barrett, on va en parler tout à l'heure, on va peut-être faire les prédictions pour le meilleur scoreur de la saison. Petit spoiler, je pense que ça peut être RJ Barrett. Parle-moi un petit peu de RJ Barrett. Quel est son style de jeu rapidement et qu'est-ce que tu attends de lui cette saison? D'abord, depuis qu'il est à Toronto, il y a eu un saut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait qu'il est près de sa famille? Mais son style de jeu par rapport à ce qu'il jouait à New York, ça a complètement changé au niveau offensif, même défensif. Mais je pense qu'il est sur une très bonne lancée depuis l'été avec l'équipe du Canada. C'était vraiment le meilleur joueur carrément aux Jeux Olympiques. Donc, il est vraiment sur la même lancée. Et donc, il a amené ça au premier match contre Washington. On a vu avant la blessure, je pense qu'il avait marqué 17 points déjà avant la blessure. Et c'est quelqu'un qui attaque le panier à chaque fois. La même chose pour Scottie Barnes. S'il met ses tirs à 3 points, là, ce sera
vraiment très difficile de défendre contre RJ, mais il est sur une très bonne lancée, il est très confiant et puis il aime bien être ici et puis il est parmi les leaders de l'équipe, que ce soit au niveau offensif. Et là, il met aussi l'emphase sur la défense aussi. Tout le monde parle de défense cette saison, donc je pense qu'on va bien se régaler avec RJ Barrett cette saison. Ouais, et juste espérer que cette blessure ne casse pas vraiment sa dynamique, parce que c'est vrai que tu l'as dit, il a fait un match sensationnel. Le peu qu'il a joué avant sa blessure, il était juste inarrêtable. Le shoot à 3 points rentrait. Et vraiment, oui, ce que Darko Rajakovic lui a apporté, c'est qu'il a épuré son jeu. Maintenant, c'est tu drives ou tu shootes, mais il n'y a pas d'entre-deux. Tu passes la balle si c'est bloqué. Et en plus, il a amélioré sa capacité de playmaker, à créer du jeu pour les autres. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Et pour moi, s'il y a un joueur qui peut se rapprocher du niveau All-Star cette année, c'est RJ Barrett. Ouais. Et on va le suivre avec grand plaisir. L'autre joueur arrivé du côté de New York, en provenance de New York dans l'échange avec OG Anunoby, le meneur titulaire a priori qui n'aura pas fait son premier match hier, mais on l'espère très bientôt. C'est Quickley qui a signé en plus un gros contrat cet été. Pareil, même question, comment tu vois la saison de Quickley? Oh là, ce sera mieux que l'année passée, je pense, mieux que la saison passée, parce qu'ils sont arrivés en milieu, vers la fin, et puis l'équipe qu'on avait l'année passée, c'est pas une équipe très compétitive. Là, il sait que c'est lui le meneur de l'équipe. Parce qu'avec New York, il partait du banc, donc c'était un joueur remplaçant, mais là, il a la balle. Donc, il a la confiance de son entraîneur, il a la confiance de son équipe. Ensuite, il a eu le temps d'avoir l'été à travailler avec ses coéquipiers et avoir un training camp. Même s'il est blessé, il est avec l'équipe, il connaît mieux le système. Donc, la demi-saison de l'année passée, plus l'été qu'il a eu avec ses coéquipiers, et puis la partie préparation à Montréal, lui donne vraiment confiance d'être le leader incontesté au niveau du poste 1, mais aussi la confiance de son coach. Et puis lui aussi, c'est pas un joueur qui est égoïste, qui va garder la balle. Lorsqu'il va monter la balle, si tu es ouvert, il va te donner la passe. Et son tir à 3 points peut être une menace aussi pour les équipes adverses. Donc, je pressens une grosse saison pour Quickley. Ouais, Quickley, tu l'as dit, malgré sa blessure, ce qu'il faut rappeler aussi, ce qui a été intéressant, c'est que les joueurs ont passé énormément de temps ensemble pendant l'été. Ouais. D'ailleurs, Quickley a été interrogé là-dessus. Il est revenu à Toronto très tôt, ce qui se fait pas habituellement. On va être honnête, la plupart du temps, les joueurs quittent Toronto pendant l'été. Ouais. Là, il y a des joueurs qui se sont vus en dehors. Il y a eu des mini-camps qui ont été organisés en Floride, en Espagne même, ils se sont retrouvés à Las Vegas. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de temps pour que les joueurs se connaissent et apprennent à jouer ensemble. Ça, c'est super intéressant. Je crois que Quickley a tout dit offensivement. Il a vachement progressé sur son playmaking. C'est le meilleur shooter à 3 points de l'équipe jusqu'à ce que Grady Dick nous prouve le contraire. Et moi, ce que j'ai envie de voir, par contre, c'est des progrès défensifs. Parce qu'on m'avait annoncé à son arrivée un joueur qui était pas très bon sur le porteur de balle, mais très intelligent et décisif sur le off-ball, sur tout ce qui est hors du ballon. J'ai pas trop vu ça l'année dernière sur son passage. Donc j'ai envie de voir un Quickley plus décisif en défense, même si son gabarit fait que de toute façon, 1 contre 1 sera toujours dur pour lui quand il sera face à des joueurs plus physiques. Et malheureusement, dans cette ligue, la plupart des joueurs sont plus physiques que lui. Oui. Mais on va lui mettre un bon défenseur à côté, même si dans le 5 départ, ça va être Grady Dick pour l'instant. Mais je pense que ça va bien s'organiser pour que défensivement, il y ait toujours un gros défenseur sur le meilleur porteur de balle adverse. En tout cas, moi, j'ai envie de voir des progrès défensifs. Et offensivement, faut qu'il se rapproche des 20 points par match. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Ah, c'est très faisable. Ouais. Et s'il peut rester autour de 7-8 passes décisives, ça sera une saison... Ça sera une saison réussie pour Quickley. Mais je pense aussi que la présence de Yak, s'il n'est pas blessé, s'il est là constamment, ça va changer beaucoup de choses. Parce que l'année passée, Quickley et les autres meneurs, s'ils sont battus, il n'y a personne qui va contrer derrière. Mais si c'est qu'il y a Yak qui va défendre contre l'équipe adverse, donc là, il peut mettre beaucoup d'efforts sur sa défense, sachant que s'il est battu, il y a de l'aide derrière. Donc ça va être quelque chose de... Il faut que ce soit toute l'équipe qui fonctionne en harmonie pour la défense. Ouais, comme tu dis, il peut orienter son attaquant vers l'aide défensive que représente Jakob Poeltl. Et tu me fais une parfaite passe décisive à la Quickley pour enchaîner avec Jakob Poeltl. Ouais. C'est un peu le joueur qui pose question, on a envie de dire. J'ai vu chez les fans, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment fans de lui, justement, qui disent que ce n'est pas le pivot qu'il faut pour cette équipe.
D'un côté, je les comprends. La NBA moderne demande à ce qu'il y ait un 5 qui puisse s'écarter, surtout quand tu as un Scottie Barnes qui va occuper la raquette. Mais bon, il va falloir faire avec Jakob Poeltl. Il y a son utilisation en tête de raquette par Darko Rajakovic qui ouvre quand même Ça marchait. pas Ça mal marchait bien, d'espace. ouais. Ça commence à marcher mieux. Au début de saison, Ouais. c'était pas trop ça, mais au fil du temps, ça allait mieux. À quoi tu t'attends avec Jakob Poeltl? Yak, je pense qu'à mon avis, c'est un joueur très intelligent. Surtout offensivement, tu es ouvert, il va te trouver. Et puis, donc l'attaque de Darko qui le met en tête de raquette, c'est une attaque qui marche si ça roule bien. Le seul problème avec Yak, c'est lorsqu'il va jouer contre, disons, on prend un exemple de New York, avec Kat qui est maintenant, qui joue périmètre. Ça va être très difficile d'aller défendre sur le périmètre, à moins qu'il mette Scottie Barnes sur lui. Mais là, ce sera un problème pour lui. L'autre problème, c'est que, justement, tu viens de le dire, le basket moderne, tu joues le poste 5, on s'attend à ce que tu sortes de la raquette pour un peu élargir l'attaque. Et là, ce n'est pas son style de jeu, ce n'est pas vraiment son style de jeu. Donc, il faut qu'il soit avec des joueurs qui sont soit de bons shooters, ou bien comme Ochai, qui peut faire des cuts pour recevoir de bonnes passes de Yak. Et ça, je pense que c'est ça le problème, parce que lui, il joue un jeu intelligent, mais il est limité offensivement parce que ses tirs, c'est presque inexistant, ses tirs à 3 points. Donc, ça va être une bonne combinaison de voir avec qui il va jouer, parce que ça, c'est vraiment important. Et puis, qui va défendre les pivots adverses s'ils sont à l'extérieur de la raquette. Donc, c'est de vraiment trouver l'équilibre, trouver cette balance offensive et défensive. Mais quand même, il est bon en défense, il faut le dire. Il sait bien protéger la raquette et puis il prend des rebonds. À ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y a un problème. Moi, je suis d'accord. Je trouve que on oublie très vite en fait son impact défensif. Je me rappelle à son arrivée, qui est aujourd'hui critiqué par pas mal de monde qui disent qu'il n'aurait pas dû lâcher un pic pour Yak à une époque où en fait il pouvait rien envisager en playoff. Malgré tout, on se rappelle qu'à son arrivée, de février jusqu'à la fin de la saison régulière, il avait permis à la défense des Raptors de passer un step monumental. Je me rappelle que le 5 de départ des Raptors à son arrivée était passé parmi les tout meilleurs de la ligue en rating défensif quand même. Ouais. Et je pense que les gens ils oublient rapidement que quand même il a un impact. Et puis en plus c'est un pivot de grande taille, mais qui est mobile. Moi je le trouve mobile. Je trouve Très que mobile, ouais. sur les switches par exemple, lorsqu'il doit changer de défenseur sur un écran, quand il doit défendre sur un extérieur, il n'est pas ridicule. C'est pas un centre qui va se faire prendre de vitesse direct dès qu'il y a un changement de défense. Donc voilà, moi je trouve que les gens sont un peu sévères avec lui et je trouve que Darko Rajakovic a pas mal réussi à l'incorporer dans l'attaque pour faire en sorte qu'il y ait du spacing. Donc affaire à suivre, mais moi je suis pas du tout négatif sur Jakob Poeltl. Je trouve que c'est un joueur qui est sous-estimé en vrai, même si c'est peut-être pas un pivot titulaire dans une équipe qui va au titre dans la NBA moderne, mais on n'en est pas là. Ouais, Lui en plus il a aussi embrassé son rôle de leader et de vétéran, ouais. Donc affaire à suivre. On finit avec le 5 de départ. On semble se diriger vers Grady Dick. C'est ce qui semble se dessiner vu le match de pré-saison et vu ce qui se dit. Comment tu vois la saison de Grady Dick? Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? Est-ce que tu as peut-être des doutes un petit peu Bon, si je commence par les doutes, c'est la défense carrément. Parce que sa défense, bon, le premier match de pré-saison, il a essayé, il a joué avec une très bonne défense. On voit qu'il gardait bien son adversaire. Mais je suis optimiste par rapport à Grady Dick, justement à cause de la fin de la saison dernière. La fin, c'était vraiment, il était sur une très bonne montée et puis ils avaient un plan pour lui. Il a été au 905, il a joué des matchs au G-League et puis physiquement, il avait besoin de travailler parce que il a fait quoi, une année ou deux au collège, donc il est toujours très jeune. Il a fait donc, qu'une année, ouais. Une année au collège, donc la saison NBA, c'est une saison très difficile, donc ils ont mis un plan en place pour que physiquement il soit fort. Et on a vu l'impact vers la fin de la saison. Il est vrai que l'absence de beaucoup de joueurs à cause des blessures et autres raisons lui a donné beaucoup plus de temps de jeu. Donc on a pu voir un Grady Dick qui a amélioré, qui a commencé à mettre des tirs. Alors cette saison, j'espère qu'il va donc être sur la bonne lancée. Il a bien joué son premier match de pré-saison, mais il a été engagé pour ses tirs à 3 points et ça n'a pas marché. C'est la question. c'est ça, c'est la question. Donc s'il parvient à mettre les 3 points, il essaie aussi d'avoir une attaque équilibrée avec des pénétrations, avec des tirs à mi-distance et des tirs à 3 points. S'il commence à les marquer, je pense que ça va être un bon point pour les Raptors, mais la défense reste toujours une question pour lui parce que
c'est pas sa force. C'est pas sa force, c'est clair. Il a pris du muscle, on va voir si ça va l'aider. En tout cas, il se bat. Par contre, ça, ce qui est bien avec lui, c'est que même s'il n'a pas forcément les outils pour bien défendre, c'est pas un joueur à la James Harden à l'époque qui va je m'en fous, je laisse passer. Ouais. Il se bat, des fois il se fait rentrer dedans. Donc ça, c'est positif. Et puis tu as bien parlé de son attaque. Ce qui résume bien, en fait, c'est que il est plus qu'un shooter, mais pour l'instant, il n'est pas un shooter. C'est qu'il fait plein de choses en dehors du tir à 3 points. Il a mis des tirs à mi-distance, il fait des bons cuts, il fait des passes décisives même. Très intéressant, joueur très intelligent. On attend le tir à 3 points qui est vanté par tout le monde. Qui n'a pas encore marché. Qui n'a pas encore cliqué. Parfait, on a terminé avec le 5 de départ. On va être un petit peu plus succinct sur les autres joueurs. Tiens, on va se les répartir comme ça, on va parler moins. De qui t'aimerais parler sur le banc? Moi, j'ai un penchant pour Chris Boucher. c'est notre francophone et puis c'est le seul qui reste de l'équipe championne de 2019. Je pense qu'il a beaucoup à donner. Mais vu que depuis l'année passée, la priorité pour les Raptors, c'est pas de gagner des matchs, c'est de pouvoir, il voit ça à long terme. Donc, du coup, il perd sa place parce qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, parce qu'ils mettent l'emphase sur le développement. Mais le peu de temps qu'il joue, il a un impact direct sur la défense. En attaque, tu n'as pas besoin de te soucier de qui se bouger. Il va trouver ses rebonds, il va faire les cuts, il n'y aura pas de jeu, de play qui va être dessiné pour lui, mais il a sa place. Et puis, il met des tirs. On a vu au premier match de pré-saison, quand il est ouvert aux 3 points, il met des tirs. Mais pour moi, c'est le côté émotif de voir Chris Boucher bien émerger, mais on lui a parlé à maintes fois. Il est bien, il sent que son rôle est bien défini. Donc là, j'aimerais le voir vraiment jouer, j'aimerais voir contribuer sur le terrain. Ça, c'est un. Et deux, moi, sur le banc, la question qui se pose, c'est le rôle de Brown, Bruce Brown. Depuis qu'il est avec l'équipe, c'est quelqu'un qui met en avant donc l'esprit d'équipe et tout, mais son impact sur le terrain n'est pas encore visible. C'est vrai, il a eu une immense saison avec les Denver Nuggets quand ils ont gagné le titre, mais depuis lors, moi, il est bien publicisé, mais sur le terrain, pour moi, il n'a rien prouvé jusqu'à présent. Donc, moi, c'est pour le banc, c'est ça le point d'interrogation. Super, je vais compléter un petit peu avec les joueurs. C'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs. Moi, je suis très intrigué par Davion Mitchell. Je pense qu'il a un profil parfait qui manquait à cette équipe de défenseur dur sur l'homme, avec un tir à 3 points qu'il a réussi à développer. Je crois qu'il était à 39% en catch and shoot du côté de Sacramento sur sa dernière saison. Ça ne l'a pas trop fait. Et puis, Sacramento n'ont pas l'air très intéressés à avoir des défenseurs dans leur équipe puisqu'ils ont lâché Davion Mitchell et Barnes. Et ils ont eu DeMar DeRozan. Et ils ont récupéré DeMar DeRozan. Donc, ça va être tout pour l'attaque, mais on n'est pas là pour parler des Kings. Mais Davion Mitchell, qui va être en concurrence avec Jamal Shead, qui a montré de belles choses. C'est un peu le même profil. Jamal Shead peut-être plus fort en pénétration, un peu moins dans le tir. Il va falloir qu'ils développent. Mais pour les deux, j'ai envie de dire que la clé de leur saison, ça va être de développer leur tir. Et je vais ajouter un troisième joueur là-dedans, c'est Ochai Agbaji, qui est exactement dans le même profil, mais en poste 2. Défenseur très fort dans les cuts. Mais athlétique aussi. Athlétique. Ouais. Mais selon les line-up, pour moi, il va falloir qu'ils mettent des tirs à 3 points parce que tu as parlé également de Bruce Brown. En fait, on a beaucoup de profils qui sont un peu similaires. Bruce Brown, c'est un joueur qui est de petite taille, mais qui aime bien jouer comme un intérieur un peu, avec des écrans et tout ça. On a aussi entendu parler que les Raptors voulaient utiliser le pick and roll inversé, c'est-à-dire que c'est l'intérieur qui va avoir la balle en main et le petit qui va faire l'écran. Ouais. On en a parlé avec Kelly Olynyk qui pourrait le faire avec Scottie Barnes. Ça peut ouvrir énormément de possibilités. Donc Kelly Olynyk, on sait ce qu'il va apporter. Ça va être dans l'attaque, pas défensivement. La défense, c'est pas... Il faudra voir qui on va mettre à côté de lui défensivement. Je pense qu'il peut être utile, mais parce qu'il est intelligent défensivement, mais il faut qu'il ait des bons défenseurs à côté de lui. Ouais. On l'a vu l'année dernière quand il avait pas une bonne défense autour de lui, il s'avère être assez inutile. Donc voilà, pour terminer, on a les rookies. Je ne sais pas trop si Jacoby Walter va avoir du temps de jeu. Pour l'instant, il est blessé. Apparemment, les Raptors sont très hauts sur lui, donc affaire à suivre. Et Mobo, ils sont en train d'un peu essayer de le transformer. Normalement, c'est un peu un pivot de petite taille, un 5 de petite taille. Ils veulent en faire un 3, un 4. Il développe son tir.
Je pense qu'ils veulent en faire un peu un Draymond Green, en fait, Ouais, c'est avec ça. un tir de loin. On sait que c'est un bon passeur, c'est un bon finisseur sur pick and roll. Affaire à suivre, mais je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est le développement, c'est l'équipe en reconstruction. Donc, ça, on va attendre. C'est ça, on va partir en pause. Ouais. Et puis on se retrouve juste après pour parler du joueur dont on n'a pas parlé et qu'on va parler chaque semaine. Allez, en Pour pause. la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Et voilà, le jingle Ulrich Chomche, on va parler un petit peu de lui. Et avant d'en parler, on va écouter Darko Rajakovic qui a été interrogé par William Lou à son sujet. Alors, qu'est-ce que Darko attend? Comment ça va se passer un petit peu? Quel est le plan avec Ulrich Chomche du côté de Darko Rajakovic? For him, this whole season is looking at the big picture. It's a big change for him, being drafted, coming from Cameroon, NBA Academy, and being over here. You know, being in Toronto is on itself, it's like huge life change. For me, I really want to be conscientious, not to put too much on his plate and not to try to speed up the process. For him, it's going to be a very simple plan, what he needs to work on offensively, what he needs to work on defensively. He needs to learn how to eat, where to eat, to take care of his body, being on a time for a bus, all that kind of stuff that he's going to be able to learn with us and with 905 during this season. So it's a long-term project. We want to give him any opportunity that he improves and gets better without skipping any steps. On ne veut pas brûler les étapes. On va commencer avec un développement basique pour Ulrich Chomche, Darko Rajakovic qui dit il faut qu'il apprenne comment manger ici, Quoi manger? comment Ouais. prendre soin de son corps, être à l'heure au bus. Un grand changement, il dit, puisque c'est vrai qu'il est arrivé directement du Sénégal, de la NBA Academy Africa. Et c'est vrai que c'est un grand changement pour lui. D'ailleurs, les Raptors, pour l'instant, ne veulent pas l'envoyer aux médias, puisqu'on nous a bien signifié que pour l'instant, on ne pourrait pas l'avoir. Ils veulent vraiment qu'il s'installe bien, qu'il soit bien dans une nouvelle ville, dans une nouvelle culture, c'est vrai. Donc, pour l'instant, on reste un petit peu loin d'Ulrich Chomche. On lui dit bonjour, comme ci, comme ça. Mais on va prendre notre mal en patience. Il va passer par les 905. Je pense ça, c'est sûr. on aura l'occasion de lui parler. Mais en tout cas, des petits steps. Il a dit qu'il ne veut pas lui en donner trop dans son assiette, put too much on his plate, c'est-à-dire des petits objectifs, offensivement, défensivement. On ne veut pas brûler les étapes avec un projet sur le long terme. Comment tu vois, toi, la saison d'Ulrich Chomche? Moi, je pense que, les Raptors ont pris les bonnes décisions. Parce que on a vu dans le passé avec le Brésilien Bruno Caboclo, à l'époque, on n'avait pas d'équipe de G-League. Donc, ils l'ont eu exactement il avait 18 ans comme Chomche, mais son intégration à NBA, ça a été vraiment un échec parce qu'il n'a pas pu se développer. Et puis, il n'y avait pas de temps de jeu. Mais maintenant, je pense avec ce que nous dit le coach Darko, c'est vraiment la bonne approche. Et puis, on prend l'exemple de nous-mêmes. Quand on est arrivé au Canada, ce n'était pas facile parce qu'il y a un style de vie qui change, il y a au niveau de la langue, c'est anglophone, lui il est francophone, au niveau des habitudes, de la culture, il y a beaucoup à apprendre, même en dehors du basket. Alors, sur le terrain, c'est autre chose. Il y a des systèmes à apprendre. Il doit être... oui, c'est vrai, le style de vie, qu'est-ce qu'on mange, quoi on mange, tout ça, ça change. Donc, je pense qu'ils sont patients. De toute façon, ils savaient que c'était un projet à long terme, mais ils ont mis les choses en place. Le fait qu'il sera le plus souvent avec les 905, le fait qu'il y aura un coach, Justin Ceres, notre ami, qui est là justement pour l'accompagner. Il parle français et puis ils avaient une relation même avant qu'il n'arrive aux Raptors. Je pense que c'est vraiment la bonne approche. Et puis cette saison, je sais que toi tu seras au match des 905 plus que moi, donc tu seras là pour le suivre. Mais je pense qu'ils ont pris la bonne approche. J'aurais aimé l'avoir en entrevue.
parce qu'on a fait la demande et puis ils nous ont fait signifier que ça va attendre. Même pour les entrevues, ça va attendre parce que peut-être ils ont une formation à donner par rapport aux médias parce qu'il faut qu'ils sachent quoi dire, ne pas dire du n'importe quoi. Mais ce que j'aime chez lui, il est très à l'aise. C'est ça. Il est très à l'aise avec ses coéquipiers. Il est très drôle. Il est très drôle. On voit que de ce côté-là, il est bien intégré. Et puis, il a Chris Boucher autour de lui qui parle français. Donc, RJ avec une phrase ou deux. Donc, je pense que c'est... Et puis, le coach Wade qui parle français aussi. Donc, de ce côté-là, je pense que le plan est en place. Et puis, nous, on va être patients avant de la voir. Mais je sais que tu es le journaliste chargé de Oli Somché. Donc, on va se fier à toi, à ton expertise. C'est ça, on va le suivre un maximum. Je pense que du côté des 905, je serais très étonné qu'ils fassent même un match en NBA cette saison. Ouais. D'après les retours qu'on a eus des gens qui sont assez proches de l'équipe, en fait, à chaque fois quand il est sur le terrain, il y a énormément de monde qui lui dit où il doit aller, ce qu'il doit faire, etc. Et dans un match NBA, ça, tu peux pas te le permettre. Il faut qu'il apprenne ne serait-ce que les termes, en fait, juste les termes techniques du placement. Il faut qu'il apprenne les playbooks. Mais l'avantage, c'est qu'en étant au 905, il va faire exactement la même chose que ce que les Raptors font. Donc, ça va peut-être un peu accélérer le processus. Mais comme l'a dit Darko, ils ne veulent pas griller les étapes. C'est un projet à long terme qu'on va suivre avec grand plaisir. Absolument. Passons maintenant au calendrier de la saison. On passe un peu d'une chose à l'autre, mais on va regarder un petit peu ce que nous réserve ce schedule, comme on dit en anglais, qui est le plus difficile. Ça va dur. Le plus difficile de toute la NBA, sur les 2 premiers mois, je crois, avec je ne sais plus quel pourcentage d'adversaires qui étaient en play-off l'année dernière, mais quasiment tous. En fait, on l'a regardé ensemble avant l'émission et on va repasser dessus rapidement. Donc, les Raptors qui ouvrent avec un mois d'octobre dans lequel ils vont disputer 5 matchs. Ouais. Ils vont recevoir Cleveland en ouverture. Ils auront ensuite un back-to-back contre Philadelphie et Minnesota. Ouais. Avant de recevoir les Nuggets. Les Nuggets. Sympa, ce trio de matchs. Et pour finir avec peut-être un match facile. Et encore, les Hornets, ce n'est pas une équipe qui leur réussit tant que ça. Ouais. 5 matchs sur ce mois d'octobre. Quel est ton pronostic un petit peu? Moi, je vois peut-être une victoire le 23 face à Cleveland. On sera ici, donc ils seront à la maison, fraîchement de leur pré-saison. Donc, c'est un match à prendre. Mais le reste du calendrier, back-to-back avec Philadelphie, Minnesota, avec les Nuggets. Je pense que sur le mois d'octobre, je vois 2 victoires sur les 5 matchs, donc 2 sur 3, espérant une victoire à domicile contre Cleveland. Et puis Hornets, ça c'est un match à prendre. Mais le reste, ça va être très difficile parce que c'est des équipes qui aspirent au titre cette saison. Toutes ces équipes-là aspirent au titre. Exactement. Ce n'est pas des équipes de play-off 6-7e, c'est des équipes ils jouent le tout pour le tout. Ils jouent le titre. Ils jouent le titre. Donc ça va être un mois d'octobre assez difficile pour nos Raptors. J'ai un pronostic de 2-5 aussi. Ouais. Mais on n'est pas au bout de nos peines parce que habituellement le road trip à l'ouest qui arrive plutôt vers le mois de décembre ou janvier. Là, on l'aura au mois de novembre. On l'a dès le mois de novembre. Alors, 2 petites réceptions, Lakers-Kings pour commencer le mois. Et après, il y a ce road trip, Nuggets, Kings, Clippers, Lakers. Et puis en rentrant à la maison, avant de rentrer, un petit passage par Milwaukee. Ensuite, on va recevoir les Pistons, se déplacer à Boston, recevoir les Pacers, recevoir les Timberwolves, aller, et ensuite on finit par 4 matchs à l'extérieur le mois de novembre à Cleveland, qui sera peut-être pas content d'avoir perdu lors du premier match, à Détroit, aux Pelicans et à Miami. Ce qui fait un mois de novembre avec 15 matchs, dont 10 à l'extérieur, et ce road trip, pas évident. Hein. Quel est ton... Moi, ce mois de novembre, je suis optimiste, je leur donne 4 victoires. T'es optimiste. 4 victoires sur les 15 matchs. Parce que quand même Détroit, on les rencontre 2 fois. Donc là, c'est presque garanti, mais même s'il n'y a pas de garantie à NBA. Donc peut-être une bonne surprise contre Miami et Indiana. Donc c'est les 4 victoires que je vois, mais le reste, ça va être dur. Mais en NBA, tout peut arriver. Donc mais honnêtement, le mois de novembre, ça sera dur avec donc le voyage à l'ouest. Mais on a oublié qu'il y aura Milwaukee aussi. Milwaukee à la fin du mois du voyage. Il y aura Milwaukee. Et puis on va revoir Minnesota encore donc à l'extérieur. 4 victoires, ce sera vraiment un max pour
J'espère j'espère qu'ils vont nous prouver le contraire. J'espère aussi, mais parce que moi je suis pas bien plus optimiste, ouais. je suis à 3 victoires. Ouais, c'est ça. J'ai mis un 3-12 sur ce mois de novembre et je suis en 5-15 à la fin du mois de novembre. Toi, tu es en 6-14. Ouais, Tu c'est es ça. plus optimiste d'une victoire. On termine avec le mois de décembre. On va pas faire tout le calendrier, bien sûr, mais c'est juste pour avoir une idée de où pourraient en être les Raptors à la fin de l'année. 11 matchs en décembre, là c'est un peu mieux, c'est 8 à la maison. 8 à la maison. Mais Ouais. les adversaires ne sont pas vraiment bien plus faciles. Il n'y a que les Nets qui est un match facile. Il y a 7 de suite quand même à la maison, malgré tout. Je pense même si les adversaires sont durs, on aura Heat, Pacers, Thunder, Mavericks, Knicks, puis les Nets et enfin les Rockets. Je pense que c'est après, en plus, on repart sur la route avec Knicks, Grizzlies et on finira avec Atlanta à la maison et un déplacement aux Celtics pour le jour de l'an, la veille du jour de l'an. Quelle est ta prédiction sur ces 11 matchs? Sur les 11 matchs, je vois une victoire contre le Nets. Euh, J'espère. contre Atlanta, parce que Atlanta, c'est aussi une autre équipe en reconstruction comme nous. Peut-être une petite victoire contre notre ami Fred, les Rockets. Donc, c'est une équipe à prendre aussi. Et je me réserve une surprise. Je ne sais pas contre quelle équipe, mais on va battre une bonne équipe. Donc là, je donne 4 victoires. Donc contre le Nets, contre les Rockets, contre Atlanta et contre une autre bonne équipe qu'on va surprendre. Je ne sais pas laquelle. Moi aussi, j'ai mis 4. 4-7. On est à peu près sur la même longueur d'onde, Ouais. puisqu'au final, on a une victoire de différence. Moi, à la fin du mois de décembre, je suis en 9-16 et toi, tu es en 10-15. Ouais. Donc, on est à peu près aussi pessimiste, entre guillemets. Moi, je dirais plus réaliste parce qu'il faut voir les adversaires. Donc, voilà. N'hésitez pas en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Quel sera le bilan des Raptors? Vous pouvez nous mettre votre bilan mois par mois et le bilan à la fin de l'année 2024. Ça nous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire et puis on se fera un plaisir d'en discuter. Si vous êtes plus optimiste, contre qui vous voyez les Raptors gagner? Est-ce qu'ils vont prendre le match par exemple contre DeMar DeRozan pour la célébration de Vince Carter contre Sacramento le 2 ouais. novembre? C'est une possibilité aussi. Mais voilà, c'est très intéressant. On va enchaîner avec nos scénarios de la saison. J'ai l'habitude de faire ça dans mes previews habituellement dans Dino Talk. Et je trouve que c'est toujours très intéressant plutôt que de dire comment va être la saison des Raptors. Et ben, c'est mieux de le voir sous comment serait une saison optimiste, une saison réussie, une saison plutôt réaliste sans être trop optimiste justement, et une saison pessimiste, la saison où tout serait catastrophique. On va commencer avec ça. Pour toi, qu'est-ce qui serait une saison catastrophique pour les Raptors? Catastrophique, ce serait moins que l'année passée. Parce que l'année passée, avec les blessures, les départs, c'était vraiment difficile. Ils ont eu, je pense, 25 victoires la saison passée. Pour moi, est-ce qu'on peut aller moins que ça? Ça serait vraiment catastrophique. C'est lié aussi à la santé des joueurs. Parce que vu que c'est une équipe de jeunes, on a quand même besoin de la présence des vétérans. C'est vraiment important d'avoir Yak sans blessure, de voir Olynyk présent, et puis bien sûr Scottie Barnes. Ils ont 9 joueurs qui ont 25 ans et moins. Donc, c'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, mais aussi d'être guidés. Donc, pour moi, si c'est vraiment une mauvaise saison, ce serait les 25 victoires au moins qu'on a eu l'année passée. Mais j'espère qu'on aura plus que ça. Ouais, alors moi, mon scénario pessimiste, ça serait plus... en fait, on est dans une saison de développement et ce serait plus de voir des joueurs qui ne progressent pas. Ouais. Scottie faire un petit peu moins bien ou pas mieux. RJ Barrett faire pas mieux. Quickly stagner également. Et tous les jeunes joueurs qu'on attend ne pas développer leur potentiel. Grady Dick qui continue à pas être à droit de loin, qui se fait passer facilement en défense. Et une équipe qui fasse moins de victoires que l'année dernière. À la limite, si on fait moins de victoires que l'année dernière, mais qu'on a vu du progrès, ça ne me dérangerait pas, puisqu'il y a une bonne draft qui arrive, même si quand même on espère qu'il fasse mieux, parce qu'il y a la continuité, il y a plus de sérénité normalement. Mais moi, vraiment, le truc pessimiste, c'est comme on est dans une saison de développement, c'est de ne pas voir de développement, justement. Pour moi, ça serait vraiment le scénario le pire, et de se retrouver à la fin de la saison en se disant on va nulle part, en fait. C'est pas l'équipe de Scottie Barnes, il n'a pas les épaules pour porter cette équipe. Quickly et Barrett ne sont pas ses lieutenants attitrés, c'est des role-players un petit peu plus, mais ils n'ont pas les épaules pour porter l'équipe. Ça serait pessimiste. Après, c'est pessimiste. Hein. Moi, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Mais voilà. Quel serait un scénario optimiste? Dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien,
Jusqu'où pourraient aller les Raptors? Oui, là, on revient sur le leader, Scottie Barnes. Euh, Ce serait vraiment de voir lui, en tant que leader de l'équipe, émerger, être pourquoi pas titulaire au All-Star Game. C'est possible. Donc là, c'est vraiment, parce que là, il a vraiment les clés de l'équipe, c'est ça. L'autre chose que j'aimerais avoir, une bonne saison de R.J. Barrett. Il est bien parti depuis les Jeux Olympiques. Donc le match qu'il a joué en pré-saison, c'est vraiment d'avoir la saison qu'il n'a jamais eue jusqu'à présent, que ce soit au niveau de New York et aussi chez les Raptors. C'est les deux à avoir. Et puis aussi faire mieux en défense en tant qu'équipe. Parce que l'année passée, on était vraiment parmi les derniers. Et on n'était pas habitué à les voir comme ça avec le temps de Nick Nurse. Il a entraîné des équipes très très bonnes en défense, même avant lui. Donc l'équipe de Toronto, c'était une équipe qui défendait mieux. Pour moi, donc la bonne chose, ce serait vraiment d'améliorer défensivement. L'attaque, je sais qu'ils peuvent faire. S'ils marquent leur tir, et puis d'accord, il est bien offensivement, mais côté défense, parce qu'on en parle, c'est le temps qu'on voit ça sur le terrain. Et pour toi, du coup, dans cette saison optimiste, où finissent les Raptors? Quelle place? Et jusqu'où ils vont? Je pense qu'ils ont une chance d'être en play-in. Les 6 premiers, ce serait vraiment être trop optimiste, mais play-in, je pense qu'ils ont une chance. Parce que beaucoup d'équipes à l'Est sont en développement aussi. Donc, à part New York, Boston, Milwaukee, Indiana, les autres, il y a une place à prendre. Il y a vraiment une place à prendre en play-in. Et ce serait génial de les voir en play-in, ne fût-ce que cette expérience-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été en play-off. S'ils peuvent aller en play-in, le reste, on va voir. Mais je pense que si on doit être optimiste, c'est possible. Je pense que c'est possible. Moi, c'est ça. Mon scénario le plus optimiste, c'est vraiment R.J. Barrett, Scottie Barnes et Quickley qui tournent tous les trois à plus de 20 points. L'attaque est flamboyante. La défense, elle est correcte, sans plus. Mais notre attaque est flamboyante. Et on fait une saison un petit peu à la Indiana Pacers, tu vois, avec une grosse attaque qui tourne bien, des joueurs de rôle qui remplissent leur rôle. Tout va bien. Et on finit, je pense, à la première place possible pour le play-in. Ça serait déjà énorme. Pour moi, si on finit, c'est 7e, c'est ça? Ouais. 7e, ça voudrait dire qu'on serait passé quand même devant une des équipes qui sont bien plus avancées que nous. Je pense au Orlando ou Indiana, justement, des équipes comme ça, qu'on ne voit pas forcément devant les Raptors, derrière les Raptors cette saison. Donc voilà, le scénario optimiste pour moi, c'est ça, avec Grady qui shoot lights out à 3 points, etc. Bon, on termine. Et je pense qu'on va en rester là après. On fera la saison en question juste avant l'ouverture de la saison parce qu'on a pris beaucoup de temps aujourd'hui. On va terminer avec notre prédiction sur la saison. Quel est ton scénario réaliste? À quoi on doit s'attendre pour cette saison des Raptors? Moi, le scénario réaliste, c'est vraiment play-in. Vraiment play-in, moi j'y crois. Et puis, mais on sait qu'en NBA, tout peut arriver. On peut avoir, on a vu en 2013 où l'équipe était, je ne dirais pas médiocre, mais ils n'arrivaient pas à performer. Et le trade de Rudy Gay a tout changé au milieu de la saison. Donc, est-ce que Masai peut tirer de sa poche magique quelque chose qui pourrait peut-être faire tourner les choses? Je sais que oui, le développement, c'est la priorité. Mais pourquoi pas, le développement, ça prend aussi de gagner des matchs, d'aller en play-off, ça fait partie de l'expérience. Donc, il y aura peut-être des changements à faire en cours de saison. Bruce Brown, peut-être Chris Boucher, on ne sait pas. Mais pour moi, être réel, c'est vraiment d'aller au play-in, d'offrir justement ces jeunes l'expérience d'un match play-off pour qu'ils puissent savoir ce que ça donne. Pour moi, c'est ça. Ouais, mon scénario réaliste, c'est à peu près dans la même veine. Je pense que les Raptors peuvent finir 10e. Va falloir qu'ils se relèvent quand même de ce début de saison qui est vraiment difficile. S'ils sont seulement à 9 victoires ou 10 victoires au bout de 25 matchs, j'espère que le moral ne sera pas miné, que la direction ne va pas décider trop tôt également de tanker. J'espère qu'ils vont laisser la chance à cette équipe de se développer en fait tout simplement, et je pense que ça peut mieux finir sur la fin de saison et aller chercher la 10e place. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux que Chicago, de faire mieux que les Hornets, Detroit, que Détroit, que Atlanta même. Je pense que les Raptors peuvent finir 9e ou 10e. Et ils peuvent surprendre du monde peut-être. En fait, mon scénario réaliste ne va pas plus loin que ça, mais au fond de moi,
J'espère qu'ils vont surprendre du monde parce qu'il y a vraiment personne qui les attend cette année. On considère vraiment pas les Raptors comme une Ouais. équipe qui sera dangereuse ou quoi. Donc j'espère Ouais. que Et Masai aime bien dire qu'en NBA, il y a le volet chance joue beaucoup. Parce que sur papier, on peut prédire ce qu'on veut, bien sûr. mais quand il va commencer à jouer, là, on ne sait pas. Donc, il y a un volet chance, être à la bonne place au bon moment et puis avoir donc, la bonne combinaison. Donc, on va voir. On va voir tout ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 2. On reviendra la semaine prochaine avec le retour de Impact Basket. Ouais, On va voir si on a Chris Boucher ou peut-être une une surprise. surprise. C'est dans les cartons là, on est en négociation. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Mike. On fait le rappel, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Surtout, abonnez-vous à la page YouTube de Choc FM. Aidez-nous à la faire grandir. Likez, commentez, participez au débat. Dites-nous comment vous la voyez cette saison des Raptors. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors!